Julien Prévoto, point important, est un disciple de Bernard Bruneteau. Bernard Bruneteau, qui est spécialiste des totalitarismes, des génocides, de la construction européenne et de la collaboration, rien que ça. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages, un en 1996 qui s'appelle Histoire de l'unification européenne, qui a été réédité 20 ans plus tard, en 2016, par les collabos, entre guillemets collabos, de l'Europe nouvelle. Il avait aussi écrit en 2003 L'Europe nouvelle de Hitler, une illusion des intellectuels de la France de Vichy. Donc ce Bernard Bruneteau a été le parrain de Julien Prévoto, qui lui-même, du coup, s'est spécialisé sur les questions internationales, l'histoire de la collaboration et de l'idée européenne. L'introduction du livre commence par l'accélération de l'intégration européenne. Julien Prévoto nous rappelle Maastricht en 92, qui achève le processus du marché commun et qui entame un processus nouveau d'ordre politique. Il rappelle l'euro créé en 99, qui parachève l'intégration économique et monétaire. Puis 2004, élargissement à 25, le rappel du non référendaire des Français, des Hollandais et des Irlandais. La substitution des votes populaires par le parlementarisme et le juridisme de l'UE, puis le traité de Lisbonne. Je le cite, « Depuis lors, chacun a pu constater le caractère véritablement pollué des débats d'idées. Déterminisme, simplification historique, forte propension à l'amalgame, voire aux pures manipulations, est apparue la véritable pesanteur d'une certaine idéologie européiste, rappelant le There is no alternative. » Fin de citation. Mentionnant l'historiographie, Prévoto nous explique que la recherche traditionnelle a longtemps considéré la période nazie de la construction européenne comme inexistante ou relevant de la pure propagande, déconnectée de toute autre réalité européenne, et que les résistants peaufinaient de leur côté un véritable projet d'union en attendant leur heure, chose qui, de fait, est beaucoup trop propre, trop nette pour être vraie et relève plus du mythe européen, du mythe européiste, que de la réalité. La résistance française d'obédience communiste, pour ne citer que celle-là, la plus importante par le nombre de ses partisans, était totalement imperméable à toute idée d'union de l'Europe. C'était quelque chose qui leur passait au-dessus, quoi. Ils étaient dans une optique internationaliste, seulement voilà, il y a déjà une internationale communiste qui existait, et si on commençait à leur parler de faire l'Europe, donc faire une structure, faire une entité internationale, sachant qu'il y en a déjà une qui existe et qui en plus de ça risquait de faire concurrence au Comintern, bon, ça la foutait mal, quoi. Donc pour parler ne serait-ce que des résistants les plus nombreux dans le cadre du Parti communiste, la construction européenne, rien du tout, ça leur échappe. Il y a d'autres courants résistants, il y a les démocrates chrétiens ou des socialistes qui ont une représentation plus mystique et qui restent largement minoritaires de l'Europe. En définitive, lorsque projet d'Europe il y a parmi les résistants, non seulement le projet est minoritaire relativement aux autres courants, à commencer par la comparaison avec la vision internationaliste des communistes, mais en plus la construction européenne des années 50 est assez éloignée de l'image projetée durant le conflit, puisque guerre froide oblige. L'empreinte fondatrice, et donc la véritable obédience de fond, celle qui a forgé le cœur de la mouvance européiste, qui se décline à son tour en de multiples mouvances, aujourd'hui, c'est celle des 4 grandes libertés de mouvement, donc mouvement de capitaux, de marchandises, de personnes et de services. Cette empreinte idéologique, est substantifique moelle, si je puis dire, c'est celle du libéralisme anglo-saxon, avec à sa tête, bien sûr, les États-Unis, même si aujourd'hui, ils semblent sortir un peu de cette idéologie avec le Brexit d'une part, Trump puis Biden de l'autre, pour revenir à un modèle d'État entrepreneur, à défaut d'un modèle d'État stratège. Je recite Prévoto, il y a visiblement, en ce qui concerne l'histoire de l'institution de la communauté européenne, une forme d'oubli auquel il est impossible de se tenir, sauf à considérer que l'histoire n'a pas pour fonction de restituer le passé, mais de consolider la mythologie politique que ce passé a fait naître. L'Europe est un thème privilégié de la collaboration et un enjeu central pendant les années noires. Fin de citation. L'histoire de la construction européenne, avec son mythe et ses pères fondateurs, voit dans les milieux intellectuels d'aujourd'hui, qui sont pourtant tout à fait informés de l'historiographie, ce même phénomène d'oubli. On continue de penser que l'Europe
Bon, ça peut être mieux, mais finalement, c'est pas si mal. Donc on va revoter Macron. Être eurosceptique dans les milieux intellectuels aujourd'hui, bon, c'est autorisé, ça passe, mais bon, ça reste mal vu, quoi. Il est exact que l'UE finance nombre de projets et d'articles qui permettent à ces milieux intellectuels de vivre, sans parler pour autant de lobbyisme, hein, qui est un autre problème. Seulement voilà, ces mêmes milieux intellectuels servent du coup par conséquent de faire valoir l'idéal européen en neutralisant la réalité historiographique à laquelle ils ont eux-mêmes contribué. C'est un petit peu comme Pénélope qui défait la nuit la toile qu'elle a tissée le jour. C'est si moi, en tant qu'apprenti historien, j'ai vraiment un reproche à faire aux intellectuels en général et aux historiens en particulier, c'est cette notion, enfin, c'est cet oubli, quoi. Il y a toute une historiographie qui existe, qui montre tout ce qui ne va pas dans la construction européenne, et pourtant, dès qu'on s'adresse à ces intellectuels-là en tant que citoyens, dès qu'on arrête d'en faire des universitaires et qu'on demande en tant que citoyen, ben, ils vont te répondre que l'Europe, c'est bien. Je grossis le trait, j'exagère à peine, mais voilà, hein, je trouve ça assez terrible. Revenons au sujet. Le groupe Collaboration, dans sa démarche et dans ses travaux, se veut être un pôle de réflexion et de promotion culturelle pour tous les intellectuels désireux d'ébaucher des plans et des projets pour l'imminente construction européenne. La construction européenne, c'est un moyen. La finalité, elle consiste en le rapprochement franco-allemand et la solidarité continentale. Le groupe Collaboration, pourtant, il a été boudé longtemps par les historiens, puisque ça a été perçu comme un groupe de notables et d'artistes réactionnaires sans grand intérêt qui relaient juste une simple propagande sans plus de fondement. En fait, pourquoi ça a été boudé par les historiens? C'est parce que le groupe Collaboration euh, n'a pas été, n'a pas été dans la collaboration violente et sanglante à proprement parler. Donc du coup, c'est pas là-dessus que la recherche historique s'est concentrée dans un premier temps. Mais c'est justement pour moi qu'il y a ici le pire contresens qui a pu être commis par les historiens, puisque du coup, n'étant retenu que le prisme de la violence, ben, on en oublie le terreau intellectuel, quoi. J'ai Le groupe Collaboration n'ayant fait l'objet que de séminaires et de soutiens timides, vu qu'il n'a qu'un faible nombre d'adhérents et quasiment aucun militant, bon voilà, le groupe Collaboration, c'est un petit joueur quand on compare à la Nice. Seulement voilà, l'historiographie aujourd'hui, elle est plus complète. On peut retirer ses œillères et on peut se rendre compte de l'importance considérable qu'a pu avoir ce groupe pour la pensée collaborationniste en général. Puisque justement, quand on est loin des actes militants actifs, on a là le terreau intellectuel et idéologique à travers lequel va s'épanouir toute la pensée collaborationniste. Par conséquent, ce groupe est à la racine d'une identité européenne à laquelle ils réfléchissent, par leurs réflexions et par leurs travaux, à son élaboration, à sa mystique, à son mythe et ses nobles projets. La France, donc, est le terreau de l'européisme depuis les années d'Aristide Briand, c'est-à-dire les années 20, et la création de la Société des Nations. 10 ans plus tard, les Allemands comprennent toute l'importance de tirer cette ficelle et mettent en place, je cite, le seul ambassadeur dépêché par le Reich dans un pays occupé, Otto Abetz. Il connaît bien ce milieu pour avoir fréquenté à partir du début des années 30 une partie des clercs qui se regroupent en 1940 avec son appui entre autres pour créer le groupe Collaboration. Fin de citation. Au sein de ce groupe, on va y retrouver les pionniers de 1920 de l'idée européenne, tout comme des intellectuels qui s'accommodent du fascisme ou qui l'admettent comme fondement de l'unité et qui s'attachent à concevoir l'Europe malgré la guerre et les réalités de l'occupation. Il y en a quelques-uns, rares mais qui existent, parmi ceux qui ne conçoivent l'Europe qu'à travers le prisme des valeurs démocratiques et qui attendent la fin de l'orage du totalitarisme. Le succès de la propagande allemande sur ces européistes de foi s'explique par leur longue attente d'apparition d'une unité hautement idéalisée qui connaît un sursaut, bien qu'illusoire, après la déception des années 30 et le sentiment d'être enclavé entre deux blocs internationalistes à l'Est et à l'Ouest. L'unification de l'Europe serait la solution miracle aux crises et l'objectif à atteindre, quel qu'en soit le prix. C'est subi comme la fin de l'histoire, ou plutôt comme le début d'une nouvelle période historique irréversible et appelée à durer. La débâcle, la débâcle française, et donc à l'inverse la victoire nazie,
impose de participer à la naissance et à l'organisation de la nouvelle Europe. L'adhésion, c'est un choix qui est dicté par le devoir et par le réalisme. Réalisme qui guide les techniciens et les économistes à rationaliser le grand espace continental et qui se détache de la sphère du politique. Ce qui facilite du coup d'autant plus l'acceptation de la domination nazie. Vu sous cet angle purement technocratique, l'Europe de 1940 semble se rapprocher du processus d'intégration initié dans les années 50. La méthode employée et les idées se prolongeraient-elles tranquillement en marge des ruptures politiques depuis l'entre-deux-guerres jusqu'à nos jours nous demande Julien Prévoto. Qu'importe l'idéologie, qu'importe les moyens politiques, ce qui compte, c'est l'Europe, 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 c'est l'unité du continent. L'idée européenne se construit en réaction à l'internationalisme qui se veut universel. Dans l'esprit des idéologues pionniers des années 20, il faut conférer à l'idée européenne une dimension mystique, quasi religieuse, capable d'assurer une finalité morale et politique. La foi européenne serait alors un rempart contre le nationalisme d'une part et contre le socialisme d'autre part. Compris sous l'angle du mysticisme, de la foi religieuse et du devoir moral, le comportement désintéressé de certaines personnalités s'explique alors. L'européisme est devenu une religion du temporel, fascinant les clercs, comme l'URSS a fasciné des prêtres rouges. L'idéologie européenne, comme n'importe quelle religion, se superpose aux idéologies politiques traditionnelles, ces dernières, que ce soit démocratie, fascisme ou autre, n'étant que des moyens pour parvenir à l'unité du continent. Ces projets d'Europe nouvelle, développés par les collaborateurs et les officiels nazis, peuvent être perçus en un sens comme la préhistoire de la construction européenne commencée dans les années 50. Bon, s'ils parlent de la préhistoire, moi je me demande comment est-ce qu'on peut appeler les courants européistes des années 20. J'aurais plutôt employé le terme de parenthèse ou de détour ou de fausse route, mais parler de préhistoire de la construction européenne pour parler des années 40, ça me paraît juste un propos maladroit. Des historiens anglo-saxons comme Mike Smith, pardon si j'écorche les noms, Robert Ernstein et John Logland ont travaillé sur l'européisme des années noires. Sur l'européisme des années noires. Les plans nazis d'intégration continentale sont rassemblés et publiés par Walter Lippgens dans son ouvrage Documents on the History of European Integration. Si vous voulez plus d'informations sur ces personnalités-là, comme pour les prochaines que vous verrez, je vous renvoie au document mémo que j'ai communiqué dans Sans micro. Et je passe à la suite. Le comité d'honneur du groupe Collaboration est composé de noms connus du large public et appartenant aux plus hautes institutions françaises. Parmi les 9 noms à l'honneur, 4 sont à l'Académie française. L'élite de l'ordre nouveau est donc intellectuelle, appelée à remplacer celle de la Troisième République, hommes politiques et parlementaires. Aucun autre parti collaborationniste ne peut se prévaloir d'un soutien d'une telle qualité. La démarche est déclarée comme élitiste. À cette caution intellectuelle s'ajoute la caution officielle et légitimiste de son éminence, l'ambassadeur Fernand de Brinon, alors délégué général du gouvernement français, puis secrétaire d'État à partir de l'année 1942. Aux 9 membres du comité d'honneur s'ajoute l'élection des 21 membres du conseil d'administration, dont une partie appartient déjà au comité d'honneur. On retrouve des gens comme Alphonse de Chateaubriand, René Pichard-Dupage, Jean Vélan, Ernest Fornéron, Madame Jacques-René Lechat, le colonel Baucher, Madame Claire Croizat, à ne pas confondre avec Ambroise Croizat, Madame Veilland, Jacques Schweitzer, René Moulin, le marquis Melchior de Polignac, et bien d'autres. Le conseil d'administration ne s'est réuni que 4 fois entre 1940 et 1944, et en parallèle naît le comité directeur, par élection lui aussi, avec Alphonse Chateaubriand en président, même s'il est absent lors de la plupart des réunions, et Jean Veilland en vice-président. Et c'est lui qui, en fait, gère véritablement le comité directeur, puisqu'il réalise 17 réunions sur les 22 qui auront lieu entre 1941 et 1944. L'objectif de ces réunions, c'est de faciliter les échanges avec les organisations allemandes. Les différentes sections du groupe servent à encadrer et développer les discours et activités du groupe. Il y a la section économie et sociale,
La section scientifique, littéraire, théâtrale, musicale, arts plastiques, juridique et la section de jeunes, appelée aussi Jeunes de l'Europe nouvelle. Chaque section doit disposer d'un bureau avec président, vice-président, secrétaire général, secrétaire administratif, et surtout, chaque membre doit donner des preuves de son adhésion au nouveau régime. Les membres ne peuvent pas être des juifs, ni des francs-maçons, ni des affairistes. Même si j'ai pu relever 2 contre-exemples, dans cette, pétition de principe. Melchior de Polignac, qui est désigné comme étant un industriel, ce qui fait que du coup, a priori, ce monsieur serait un affairiste. Et Francis de Lizy, qui a été accusé d'appartenir à la franc-maçonnerie, ce qui ne l'a pas empêché d'être membre du groupe Collaboration. C'est les 2 contre-exemples que j'ai trouvés. Mmh. À mon avis, une étude, biographique de ces personnages permettrait, d'expliquer, pourquoi, ils sont passés entre les mailles du filet. À bien des égards, la structure du groupe Collaboration fonctionne comme un parti politique, quand bien même le groupe Collaboration se défend d'être un parti politique. Il est particulièrement centralisé à Paris. Il y a bien des activités de province, mais l'œil de Paris reste vigilant et ne donne de toute façon que peu de moyens financiers. La volonté des membres dirigeants n'est clairement pas démocratique, mais cherche au contraire à tout contrôler pour mieux montrer la marche à suivre. Du coup, pas d'indépendance financière pour la province, puisque les cotisations des membres est encaissées directement par le comité directeur. Le président de chaque comité régional est nommé par le comité directeur et est responsable devant lui. Il est dans l'obligation d'envoyer chaque mois un rapport faisant état de ses activités. Bonjour le flicage. Si c'est là son intention, en fait, dans les actes, Paris fonctionne de manière fort incomplète, parce que trop peu de membres, et laisse de fait une certaine autonomie dans de nombreuses régions. Par ailleurs, parmi le peu d'adhérents, il arrive qu'un certain nombre, en fait, aient déjà leur carte et des responsabilités au sein d'autres partis, à l'instar du Parti populaire français, ce qui a pour conséquence une activité minimale pour le groupe Collaboration. Ainsi, en 1943, 39 comités et sous-comités sont en zone occupée et 37 sont en zone sud, auxquels on peut ajouter Berlin, Alger, Tunis, Fès, Oran et Casablanca. La section des jeunes de l'Europe nouvelle rassemble les gens qui ont entre 15 et 25 ans et s'engage vers de plus en plus d'actions à mesure que se prolonge la guerre. Un certain nombre d'entre eux finiront d'ailleurs chez les SS. Dans la continuité de l'européisme de l'entre-deux-guerres, les jeunes de l'Europe nouvelle, autour de Jacques Schweitzer, ont pour objectif premier deux slogans. Le premier, Jeunesse d'Europe, unissez-vous, et le deuxième slogan, Dialogue franco-allemand. Très difficile à chiffrer, les effectifs crédibles semblent être de 10 000 membres actifs et un nombre potentiellement plus élevé de gens qui ont pu soutenir passivement le discours en assistant à quelques conférences et en retombant dans l'anonymat ensuite. Le nombre d'inscrits de 38 000 en 1942 et ce chiffre s'élèverait à 42 000 en mai 44 à la fin de la guerre. Mais il est très probable que ces chiffres soient gonflés d'une manière ou d'une autre. L'adhésion à ce groupe, qui s'est accrue après la défaite allemande à Stalingrad, est un moyen de soutenir l'anticommunisme sans se compromettre pour autant dans des actions politiques collaborationnistes plus salissantes. Nombre de ses membres adhèrent parallèlement à un, voire plusieurs autres partis, notamment en province, dont certains comités locaux sont complètement infiltrés et noyautés, tantôt par le PPF, tantôt par le RNP, et voire parfois par la milice. L'adhérent type du groupe collaboration est d'un âge avancé quand on compare à celui des autres partis. Un quart a plus de 60 ans, plus de 70% dépassent les 40 ans, les classes populaires, ouvriers et paysans sont faiblement représentées, les membres sont issus des classes aisées et cultivées, ils drainent l'ensemble de la mondanité collaboratrice parisienne et en province, essentiellement les notables distingués dans l'administration, les affaires, les professions libérales et la gestion locale. Hugo, toujours élitiste en somme, mais c'est plutôt culturel à Paris, là où en province on est davantage là où en province c'est plutôt l'élite économique qui est attirée. Donc, à bien des égards, c'est amusant, on retrouve le profil de l'adhérent d'En Marche. Bon, toute ressemblance avec l'adhérent d'En Marche est fortuite, hein, ça s'arrête là. Ce qui est plus intéressant par contre, c'est le parallèle qu'on peut faire avec les travaux d'Emmanuel Todd avec le bassin parisien libéral égalitaire qui est axé sur les affaires culturelles et mondaines.
et la province autoritaire inégalitaire qui est axée sur les affaires économiques. Passons. Le mouvement collaboration se veut, officiellement, le promoteur des échanges spirituels entre la France et l'Allemagne. Se détachant de l'action politique traditionnelle, il refuse d'être un parti, mais se veut plutôt un groupe d'influence dont le discours, plus culturel que politique, paraît se démarquer de la virulence et de la collaboration parisienne. Du coup, c'est l'explication de tout à l'heure sur pourquoi est-ce que les historiens sont passés à côté du groupe collaboration lors des premières études. Voilà un élément supplémentaire d'explication. Le groupe cherche à rassembler toutes les forces collaboratrices en se plaçant au-dessus des partis pour mieux les concurrencer. Il invite fréquemment les membres des autres partis aux lectures, aux conférences et aux projections de films organisées par ses soins. Mais, contrairement aux apparences, le groupe collaboration cherche bel et bien à exercer une influence politique, mais avec respectabilité, à l'abri des opportunistes et des querelles de clans. Les objectifs du groupe sont la finalité européenne. Lors de la première réunion publique, qui s'est tenue le 27 décembre 1940, il était question, je cite, dans un premier temps d'une rénovation française, c'est-à-dire d'une révolution spirituelle et morale profonde qui doit atteindre l'ensemble de la population, doublée d'un changement radical des fondements et des institutions du pays. Ensuite, cette rénovation française doit s'accompagner d'une réconciliation franco-allemande, seul espoir de paix définitive. Possible parce que l'Allemagne souhaite la paix avec la France. Oui, vous le savez, l'Allemagne veut la paix avec la France, et ce, bien avant la guerre. La réalisation de ces objectifs conditionne la concrétisation d'une solidarité continentale, d'une unité européenne. Donc en deux axes, il s'agit de redresser moralement le pays, d'une part, et de viser l'entente spirituelle avec l'Allemagne, d'autre part. Ceci qui permettra alors un ordre nouveau et la nouvelle Europe. Ordre nouveau et nouvelle Europe, deux notions clés inlassablement mises en avant par la propagande allemande. Ce que la France aurait perdu sur le plan militaire et politique, elle pourrait le retrouver sur le plan culturel. La propagande nazie faisant miroiter l'idée que la France traiterait avec l'Allemagne sur un pied d'égalité sur la base d'un couple franco-allemand pour construire l'Europe. La rhétorique selon laquelle la France serait trop petite mais peut redevenir grande en regardant la réalité en face et en fondant l'Europe est au cœur de la rhétorique des intellectuels, sincère pour l'essentiel d'entre eux, du groupe Collaboration. Et c'est aussi au cœur de la rhétorique des européistes d'aujourd'hui. Or, si les intellectuels d'avant, objectivement, se leurraient lorsqu'ils prétendaient regarder la réalité d'en face, en quoi les intellectuels européistes d'aujourd'hui ne se leurreraient-ils pas, tout en ayant la prétention de regarder la réalité en face? Bon, je ne veux pas faire du réductio ad collaborum, mais bon, voilà. Prétendre regarder la réalité en face et dire: «Ouin ouin, la France est trop petite», ben non, ça suffit pas comme argument. Donc, à tous ceux qui s'amusent à employer ce genre d'argument, les collabos des années 40 disaient déjà la même chose, ça n'a pas empêché la France de faire partie des vainqueurs contre l'Allemagne, justement. En plein accord avec le principe de collaboration, mais pas avec l'idéologie de la révolution nationale ou le retour à la terre, qui est jugée trop nationalisante et antimoderniste, Jean Vaillant estime qu'il s'agit, selon lui, de la pire des réactions. La plupart des membres de Vichy, à l'exception de Pétain et de quelques-uns, sont perçus comme des réactionnaires, à juste titre. Mais voilà, les membres du groupe sont fidèles au chef avec des guillemets, donc ils sont fidèles à Pétain, même s'ils ne se retrouvent pas idéologiquement derrière Pétain. En un sens, ils peuvent être qualifiés de pétainistes passifs, mais ça ne suffit pas pour définir l'orientation idéologique du groupe. Que collaborer, oui, mais pas n'importe comment. En dépit de cette différence de vue idéologique, par confiance envers le maréchal, le groupe collaboration s'est accommodé du maréchal, par respect envers le chef, qui est figure d'autorité fédératrice. C'est d'ailleurs en raison de cette même confiance que de nombreux Français ont été attentistes durant la guerre. Les affinités du groupe collaboration avec le nazisme sont, plus encore qu'avec le pétainisme, à relativiser puisque leur vision de la doctrine relève davantage de l'esthétisme que de l'expérience réelle. Le cas d'Alphonse Chateaubriand est archétypal. Attention, ça va vous faire rigoler, surtout pour ceux qui connaissent un petit peu les fondements du nazisme et les ambitions d'Hitler. Que Chateaubriand établit un parallèle entre christianisme et national-socialisme. Il y voit une sorte de renaissance chrétienne
c'est spirituellement sur une simple impression esthétique qu'il embrasse l'idéologie nazie. En un sens, on pourrait dire de lui que c'est un philo-fasciste. Mais bon, pour l'essentiel des membres, comme par exemple Baudrillard ou Bonnard, il s'agit d'une idéologie dont on peut s'accommoder et qui a l'avantage d'être en résistance avec la société de masse, qui est en résistance avec le matérialisme et, par-dessus tout, qui est en quête d'une spiritualité perdue dans les siècles. Donc, si vous voulez, les intellectuels du groupe Collaboration, ce sont pas des nazis au sens strict, ce sont des nazis de circonstance, en fait. C'est surtout ce sont, voilà, pour les qualifier, nazis de circonstance, ça correspond pas trop mal. C'est-à-dire des gens qui s'y en accommodent, qui ont leur lot d'aspirations et dont les aspirations sont plus ou moins compatibles avec le nazisme. L'essentiel de ces membres se retrouve à l'extrême droite parlementaire. Ils expriment une aversion profonde pour la république parlementaire, pour l'égalitarisme de la démocratie, qui fait passer la quantité avant la qualité, c'est-à-dire qui fait passer le nombre avant de faire passer l'esprit. Donc forcément, hein, si pour un mouvement qui se veut élitiste, ça va de soi. Ils ont aussi une aversion profonde pour le libéralisme matérialiste, et puis en fait pour l'ensemble des acquis de 1789, mais aussi le pacifisme et l'anticommunisme. C'est assez rigolo parce que ils ont une aversion pour le pacifisme, mais en même temps, il y a un certain nombre d'intellectuels dans le groupe qui, dans l'entre-deux-guerres, étaient à fond dans les mouvements pacifistes. Donc, voilà. Ce ne sera pas la première dissonance cognitive qu'on retrouvera. On les retrouve chez les Trois de Feu, aux Jeunesses patriotes et surtout à l'Action française. Les intellectuels, donc ça, c'est avant la création du groupe Collaboration, hein. Je parle de ces intellectuels-là entre les années 1920 et 1939. Euh, L'Action française opère son divorce avec ces intellectuels-là dans les années 30, en raison de la volonté de réconciliation avec l'Allemagne. On retrouve toujours l'influence maurassienne, mais de façon incomplète, puisque l'idéologie traditionnaliste et conservatrice de Maurras perd son nationalisme intégral, qui est remplacé par un nationalisme européen. Parce que l'État-nation, c'est devenu un patriotisme d'impasse pour ces intellectuels-là. En un sens, on pourrait se rapprocher d'un régime de Franco de Salazar dans l'idéal, plutôt que dans le national-socialisme allemand. Ça n'empêche pas la doctrine nazie de séduire et d'inspirer le programme politique du groupe, qu'on retrouve des éléments comme le parti unique, l'unification des structures de production et de consommation, la fonctionnalisation des artistes, où les musiciens doivent prêcher la bonne parole et être comme le ministre d'une religion. Ainsi, la culture doit être au service d'un État totalitaire européen. Donc, il y a le rejet de la société de masse, mais paradoxalement, ça approuve le totalitarisme et le conditionnement des foules. Dissonance cognitive quand tu nous tiens. Le groupe Collaboration ne cesse d'affirmer son indépendance, qui est en un sens est tout à fait exact. Or, outre le fait de douter qu'un parti politique soit libre de s'exprimer dans une France occupée, à cela s'ajoutent les compléments financiers de l'ambassade d'Allemagne, qui font la moitié de son budget, puisque la cotisation des membres ne suffit pas. 100 000 francs en 1940, ça monte à 150 000 francs en janvier 43 et 500 000 à la fin 43. À cela s'ajoutent les fonds publics, moins importants, de l'éducation nationale, qui est dirigée alors par Abel Bonnard, membre de l'Académie française, puis secrétaire d'État à l'éducation nationale à partir d'avril 42. Dès le 18 juillet 1940, donc au lendemain de Montoire, les Allemands créent une Propaganda-Abteilung. S'il y a des germanistes, je m'excuse vraiment pour l'accent. La Propaganda-Abteilung, organe officiel de la propagande sous le contrôle de l'armée, dirigée par von Stressius un temps, puis par Schmidt, dont vous retrouverez un petit descriptif dans la mémo. Et cette Propaganda-Abteilung qui est en concurrence avec la propagande de Otto Abetz, qui est nommé ambassadeur le 3 août 1940. À propos de la concurrence entre différents services du régime nazi, je vous renvoie vers Johann Chapoutot, qui explique que l'administration allemande, loin d'être aussi efficace contrairement à une idée reçue, était en fait une succession d'administrations qui se bouffaient les unes les autres.
Otto Abetz donc joue de ses contacts entretenus depuis les années 30 dans le milieu des intellectuels, avec des gens comme Jean Luchaire, qui est le directeur de Les Nouveaux Temps, qui est un journal collaborationniste. Fernand de Brinon, avocat, journaliste et homme politique, c'est lui qui lui permet de rencontrer Laval. Et usant de ses contacts, Abetz s'immisce dans les affaires de Vichy. Il est instrumentaliste Darlan et en quelques mois, il devient l'homme clé de la collaboration. Dès l'été 1940, Abetz prend le pas sur l'autorité militaire rivale en matière de propagande. Son leitmotiv, je vous laisse deviner, le rapprochement franco-allemand et la Nouvelle Europe. Bien plus habile que la propagande brutale des services de Goebbels et de l'armée, et en totale opposition à cette dernière, Abetz s'entoure de diplomates officieux qui connaissent la France. Parmi eux, Friedrich Grimm, pardon pour l'accent, Ernst Aschenbach, Rudolf Schleyer, Friedrich Sieburg, Fritz Brahn, Karl Epting et Rudolf Rahn. Ces méthodes officieuses font qu'il est rappelé de novembre 42 à décembre 43, ce qui laisse sa fonction assumée par Rudolf Schleyer et Fritz Brahn, qui poursuivent la même méthode douce. Censure littéraire, pardon, avec la création d'une liste auto. Échanges culturels, vie mondaine sont le domaine d'Abetz qui vise essentiellement les élites, qui laisse la propagande de masse à l'Abteilung de Goebbels. En un sens, voilà, la propagande de masse, c'est bon pour les pauvres et les prolos, c'est l'armée qui gère ça, c'est Goebbels qui gère ça. Par contre, le gratin, ben, c'est auto. Friedrich Grimm participe activement à la création du groupe Collaboration et il en devient l'un des conférenciers les plus actifs. Abetz organise des réceptions hebdomadaires à son ambassade où son équipe rencontre des journalistes et divers collaborateurs, dont Déa, Luchaire, Fernand de Brinon, Alphonse Chateaubriand, Jean Vaillant et j'en passe, qui deviennent des habitués, à force, forcément, si les réceptions sont toutes les semaines. Et ce qui fait qu'à force, ben, il y a des contacts étroits, sympathiques et personnels qui se créent. Le groupe Collaboration, avec le concours de l'Institut allemand, organise de nombreuses manifestations d'ordre culturel et artistique afin de montrer que Paris reste la capitale de l'art. Quand bien même le message relayé par le groupe, c'est l'imitation du modèle allemand. Tiens, ça ressemble beaucoup à des choses d'aujourd'hui, ça aussi. Mais cette étroite dépendance matérielle s'accompagne d'une pression idéologique dans le contexte d'une véritable offensive de la propagande de guerre allemande sur les esprits français, la plus intense de toute leur histoire. Celle-ci a pour but d'annihiler toute velléité de révolte, soit en les décourageant, soit en obtenant leur adhésion plus ou moins active aux deux mots d'ordre du Reich, mots d'ordre étant Ordre nouveau et Europe nouvelle. L'objectif affiché, c'est sans cesse le rapprochement franco-allemand et la solidarité européenne. L'exposition La France européenne est organisée par deux fois en 1941 et en 1942. Elle concilie le nationalisme et l'engagement pour l'Europe nouvelle. Une caravane de la France européenne, exposition du progrès agricole, parcourt tous les départements. En parallèle de ces manifestations qui sont plutôt fortes de leur succès, le groupe diffuse ses idées politiques, économiques et sociales. Il est indispensable de faire distinction entre la direction du groupe collaboration et les adhérents lambda. Très semblable à n'importe quel parti politique collaborationniste, son originalité réside dans sa grande discrétion, ce qui s'explique par le profil de ses membres d'âge mûr, mieux instruits, issus en l'occurrence de la droite de l'échiquier politique, plus en raison des formes d'action et de présentation et de milieux sociaux que pour une raison purement idéologique. Voilà, grosso modo, ce sont des vieux gens riches qui vont à des conférences et pas des jeunes gauchos qui vont faire des manifs, quoi. Grosso modo, c'est pour ça qu'ils sont plus discrets. Le groupe Collaboration n'est assurément pas un parti de masse. Leur apparente conscience européenne n'est en général que le reflet de la propagande allemande sur l'Europe nouvelle. La perspective européenne de l'action du mouvement disparaît à l'épreuve des faits. Dans la pratique, il semble simplement être l'habile relais de la propagande, essentiellement mise en place par l'ambassadeur Abetz et toute son équipe. Alors, il peut exister quelques militants européens convaincus au-delà de l'offensive psychologique, mais ils sont impossibles à discerner et vraisemblablement minoritaires. Certains sont peut-être des Européens convaincus, comme des artistes habitués des rencontres internationales, c'est le cas de Lenormand ou Ernest Fourneau. Mais pour l'essentiel de la direction, il s'agit d'un européisme opportuniste qui ne sert que de façade pour d'autres projets,
à l'instar de Jean Vaillant qui souhaitait avant tout instaurer un régime fasciste en France, un national-socialisme européen pour mieux lutter contre une internationale multiforme, juive et bolchevique. L'européisme de Jean Vaillant sert de prétexte, hein, en fait, c'est pas et pas une fin carriériste, hein, je veux dire, c'est pas là que se pose le problème. Pour lui, l'Europe, c'est un outil pour mieux lutter contre une autre menace qui est la menace juive et bolchevique. Bon, le bien fondé de sa réflexion, là n'est pas la question. Ce qui est intéressant à relever, c'est le fait qu'il s'adapte à une idéologie de façade pour mieux lutter à des fins qui sont tout aussi idéologiques, mais qui sont fondées sur d'autres critères. Alors Vaillant, c'est un européiste grossier, hein, quand même dans le groupe. Les autres intellectuels sont plus étoffés. Et cela s'explique entre autres par le fait que ces intellectuels, français comme allemands, membres du groupe ou pas forcément membres du groupe, se côtoyaient déjà en cercle fermé depuis les années 1920. Et l'entre-soi dans un cercle, suivant un même objectif, est en effet un indicateur qui explique la facilité à l'attitude collaborationniste. Les intellectuels investis dès 1920 dans l'idéal européen, donc là on parle des vrais convaincus, hein, et qui décident de collaborer, ils font pas dans le cadre d'un opportunisme malveillant. On est loin de l'image du méchant collabo, style Papy fait de la résistance, le personnage de Gérard Jugnot. C'est vraiment pas ça du tout, quoi. On est au contraire dans le cas du collabo qui travaille avec des gens qu'il fréquentait déjà depuis 20 ans, avec qui il a pu échanger des rapports intellectuels et amicaux, et puis dont le lendemain son pays s'est retrouvé en guerre avec le gars d'en face, et puis il essaie quand même de travailler, de construire quelque chose ensemble. Alors l'idée européiste remonte à loin, hein. C'est après le traumatisme de la Première Guerre mondiale qu'on peut commencer à véritablement parler d'idéologie européenne. C'est à partir de ce moment que l'européisme se définit comme un objectif politique, économique et moral, mais dans un cercle d'intellectuels particulièrement restreint. Le déclin du continent semblant inéluctable, il fallait trouver comment organiser le continent. Un premier temps de maturation sérieuse de l'idée européenne s'est fait entre 1925 et 1932, entre les ministres des Affaires étrangères français, Aristide Briand, et allemands, Stresemann. On parle du pacte de Locarno. Il s'agit d'un accord qui est conclu entre l'Allemagne et les puissances européennes en vue de définir les frontières des pays d'Europe à l'ouest et à l'est de l'Allemagne. Dans l'esprit, il s'agissait de s'accorder de façon définitive sur la définition de ces frontières pour pouvoir réellement apaiser les tensions entre les États d'Europe. La citation d'Aristide Briand indique un idéal européen à travers lequel les clercs, précurseurs de la mouvance européiste, ne pouvaient finalement que se rallier. Je cite Aristide Briand: si les accords de Locarno ne correspondent pas à un esprit nouveau, s'ils ne marquent pas le début d'une ère de confiance et de collaboration, ils ne produiront pas ce grand effet que nous en attendons. Il faut que de Locarno, une Europe nouvelle se lève. Pour plus de détails sur le pacte de Locarno, je vous renvoie au mémo. Aristide Briand évoque un lien fédéral entre les pays européens en 1929 à la Société des Nations et propose l'année d'après un régime d'union fédérale européenne aux 26 pays d'Europe d'alors. Cet élan ne durera pas longtemps puisque la crise de 29 d'abord, la mort de Stresemann en 1929 aussi, puis la mort d'Aristide Briand en 1932 et la montée du nazisme à partir de 1933 en viendront à un bout. Alors selon moi, Prévoto tombe ici dans le piège du fatalisme, parce que bon, présenté ainsi, on dirait vraiment que c'est la faute à pas de bol et que, je veux dire, si seulement si seulement il n'y avait pas eu toutes ces circonstances, on aurait pu obtenir un vrai truc intéressant. Seulement une approche un petit peu plus déterministe qui vise à se dire que si les choses sont comme elles sont, c'est pas le fait du hasard, mais plutôt une succession logique d'événements plus probables qui aboutissent en fin de course aux résultats que nous connaissons, ça serait un peu plus approprié. Bon, ce genre de biais, on les fait tous, hein, je veux dire, je lui jette pas la pierre, moi le premier, hein. Moi le premier, je fais ce genre de bêtises. Alphonse de Chateaubriand, président du groupe Collaboration, fonde le mouvement dans une perspective clairement européenne. Mais il n'avait que peu écrit sur le sujet dans l'entre-deux-guerres. Avant cela, en tant que pacifiste,
Son engagement visait à la révision du traité de Versailles, dont il pressentait la menace. En tant qu'homme mystique et idéaliste, il n'était pas véritablement en contact avec les techniciens politiques ou économiques. Ce faisant, il est difficile de déterminer si ces motivations européennes de 1940 sont une fin ou un moyen. Ces autres motivations clairement affichées sont la peur du bolchevisme, du déclin, de la guerre civile entre nations sœurs et interdépendantes, et il souhaite un nationalisme plus à la taille de l'Occident que de l'État-nation. Et il semble croire profondément en l'inéluctabilité de l'Europe unie, et unie par quoi? À force de désillusions religieuses et arrivant en fin de vie, le nazisme, qui était alors la force unificatrice montante du continent, semblait être la solution à tous ces problèmes. C'est là qu'on retrouve le côté inéluctable, c'est là que le surnom de Claire par Prévoto prend tout son sens, quoi. Le caractère inéluctable implique davantage une croyance et en une solution unique et généralement miraculeuse qu'en une analyse objective de la situation. En d'autres termes, le fait d'imaginer une Europe unie comme étant la solution inéluctable et non pas une solution dans un éventail de solutions composites fait que malgré sa bonne intuition et ses craintes fondées, Chateaubriand sort du registre de la raison pour entrer dans le registre du dogme. Cela dit, dans la mesure où il s'agit d'un écrivain, d'un artiste mystique, euh, il n'avait pas à trouver d'argumentaire rationnel, hein. Je veux dire, c'est pas son taf, hein. Il devait plutôt inventer une culture, une mystique justement, autour d'une solution, même si pour lui c'est la seule solution. Et en effet, pour que la solution européenne puisse fonctionner, il faut pas seulement un argumentaire rationnel valide, mais il faut aussi une motivation et une ambition que le dogme ou le mysticisme peuvent procurer. D'autres intellectuels contribuent à l'idéologie européenne durant les années Locarno. Drieux-La Rochelle, Régis de Vibré, Francis de Lézy, Bertrand de Jouvenel, Louis Le Fur, Fernand Brinon, James Pointe, Drieux-La Rochelle, Jacques Duboin écrivent tous un certain nombre d'ouvrages portant sur l'Europe, la nécessité de faire l'Europe, la fin du nationalisme, tout ça. Tout ça entre 1927 et 1932. Il y a une certaine effervescence dans les milieux littéraires européistes durant les années Locarno. Ce milieu, c'est un microcosme où se nouent, entre ces quelques clercs, des relations intellectuelles et sociales et affectives. À l'heure du choix de 1940, c'est tout le microcosme qui se soutient et qui s'auto-convainc mutuellement. C'est un petit peu comme les bulles dans les bulles des réseaux sociaux. Si tout le monde pense pareil dans le cercle, pourquoi est-ce que le cercle aurait tort? L'idée européenne n'étant pas encore répandue dans la population ou même dans les élites traditionnelles, c'est avec bienveillance que les clercs accueillent les moyens de propagande au service de leur idéologie. Idéologie européiste qui surplombe celle du nazisme et du fascisme. Si certains clercs peuvent avoir une réelle appétence pour l'idéologie brune, c'est le cas d'Abel Bonnard, de Georges Claude, de Fernand de Brinon par exemple, leurs visions économiques du monde sont en fait très diverses. Le nazisme et l'autoritarisme étant une facilité pour mettre en place ce que la démocratie parlementaire a été incapable de faire. Le discours européen est homogène, mais les motivations et les aspirations, elles, sont hétérogènes. La principale motivation reste tout de même, soulignons-le, le pacifisme. L'entente franco-allemande en priorité, prérequis indispensable pour réussir à unifier le continent. Du coup, si on peut légitimement douter du caractère démocratique des européistes, au moins on peut leur accorder leur volonté de pacifisme. D'où la formation du comité franco-allemand, abrégé CFA, oui, ça m'a fait sourire moi aussi, en 1935 sous l'impulsion d'Abetz qui, depuis 1933, a agi en ce sens. Financé par le Quai d'Orsay jusqu'en 1939, le très populaire et actif CFA, donc le très populaire et actif comité franco-allemand, est financé ensuite par l'argent nazi pour réaliser la même politique. Les statuts du CFA précisent qu'il s'agit, je cite, d'un organisme de coopération culturelle groupant l'élite des deux pays, dans l'objectif d'un rapprochement des deux pays. Les européistes français et les européistes allemands, qu'ils connaissaient depuis les années 30, se retrouvent dans une situation donc de confiance, malgré la guerre et les exactions allemandes, puisqu'ils croient en la bonne volonté de leurs confrères européistes d'outre-Rhin. Les mécanismes de l'illusion
sont donc en place. Illusion de l'Europe nouvelle, c'est aussi une habile orchestration des services de propagande allemands, en particulier la BETS. Mais peut-être que ces derniers y croyaient aussi, hein. C'est une propagande à destination de gens cultivés, de la future élite française, mais assurément en vue de mieux la domestiquer. Après tout, Otto Abetz est bien un francophile. Il est fondateur du Cercle de Solberg en 1930 qui permet la rencontre des jeunes d'organisations françaises et allemandes dans une auberge à Solberg. Puis il fonde en 1934 ou 1935 le comité France-Allemagne. Il publie une revue destinée à promouvoir la réconciliation franco-allemande. Et Julien Prévost prend quand même la peine de nous parler de Barbara Landbauer, une historienne autrichienne, dont la biographie d'Abetz dépeint un personnage carriériste qui manipule le groupe Collaboration. Pour adapter sa vision du monde européiste à l'actualité européenne, la débâcle française, qui est relativement peu destructrice sur le plan matériel, je dis relativement quand on compare à l'ensemble des forces allemandes qui se sont déployées lors de la campagne de France, ça leur a quand même coûté 100 000 hommes, des milliers d'avions et de chars, hein. Mais ça reste peu destructeur comparé aux dégâts qu'il y aura sur le front de l'Est. Par contre, sur le plan psychologique, on est encore abéti par la propagande allemande aujourd'hui. On ne s'est toujours pas relevé de la défaite de 40. La rapide conquête du continent par les panzers sont interprétés comme des signifiants européens. Il s'agit des dures mais grandioses réalités. Encore une fois, hein, les dures et grandioses réalités, c'est le discours qui vise à regarder la réalité en face, alors qu'en fait, c'est juste l'état de choc qui montre la perte de lucidité de ceux-là même qui prétendent regarder la réalité en face. L'union douanière, tant souhaitée, est par exemple enfin réalisée. Passé les années optimistes brillantes puis les années pessimistes des années 30, l'union n'ayant pu se faire pacifiquement, l'inévitable guerre est interprétée comme le moyen ultime d'union du continent. Le journaliste et écrivain allemand Max Klaus annonce dans une conférence du groupe Collaboration en 1941 une union vers la modernité et le progrès. Donc là aussi, hein, comme chez les européistes d'aujourd'hui, sans que cela soit bien expliqué, mais qui relève plutôt du pseudo-argument préconstruit, l'Union européenne, c'est le choix du progrès et de la modernité. Vous reconnaîtrez ici le sophisme du faux dilemme. La défaite française, pour les européistes, c'est une véritable victoire. C'est un châtiment divin qui punit l'ancien monde belligène. Et au contraire, la très rapide conquête nazie est applaudie. Fini les 27 États-nations qui s'entrechoquent. Voilà qu'arrive une Europe vraiment unie, capable d'assurer la paix et de répondre aux nécessités économiques. Voilà encore un pseudo-argumentaire préconstruit, comme quoi les nationalismes sont la guerre, l'Europe c'est la paix, et surtout les réalités économiques qui peuvent enfin s'exprimer. Donc le même discours que les européistes d'aujourd'hui, hein. Donc sans aller à amalgamer les européistes d'aujourd'hui à des collabos, euh, on est quand même en droit de douter d'avoir des doutes sur leur lucidité. Persuadé d'assister à la fin de l'histoire, se tourner vers l'Europe allemande, c'est se tourner vers l'avenir. Quelques européistes, à l'instar de Koudenov-Kalergi, ont refusé de collaborer pour fonder cette Europe allemande, car ils se rendaient compte que cette dernière ne transmettait pas les valeurs attendues. Ce faisant, ils se faisaient marginaliser au sein du mouvement européiste par l'écrasante majorité qui voyait en la collaboration ce que Bernard Brunto appelait un devoir de présence à l'événement. Du coup, le courage de ces européistes apostats, ces clercs apostats, est à saluer, puisque refuser de collaborer signifie pas entrer en résistance, d'accord, mais vu la nature de la mouvance européiste et du tournant décisif et condamnable par les actes, malgré les intentions de pédoables, hein, il était encore moins évident de ne pas se lancer dans la collaboration lorsqu'on appartenait à ce cercle fermé et profondément convaincu. C'est quand on voit l'entre-soi qu'il y a, finalement, décider de ne pas tomber, dans le piège avec le reste du troupeau, ça ça mérite d'être souligné quand même. Donc bravo à Koudenov Kalergi, puisqu'il a fait son deuil de sa profonde croyance en une utopie qu'il croyait encore possible il y a peu. Du coup, c'est très difficile. L'adhésion à la collaboration s'explique également par les certitudes erronées de l'issue et du but de la guerre.
Cette illusion sur l'issue de la guerre est renforcée depuis Montoire où se rencontrent Pétain et Hitler. Elle consiste à croire que le principal dessein du Führer est l'organisation du continent en fédération. Cette croyance qui existait déjà depuis bien avant 1939. Alors l'Allemagne avait bien un plan pour l'Europe, hein, mais ce n'était pas du tout ce que fantasmait Leclerc. L'importance de la personne d'Hitler dans ce plan est d'ailleurs relativisée, comme on le verra un peu plus tard. Parce qu'il est vrai qu'on a tendance à penser que Hitler contrôlait tout dans son Reich, alors qu'en fait, il déléguait énormément. Il suivait ses propres objectifs et il laissait ses lieutenants et ministres accomplir les leurs avec grande autonomie, tant qu'ils coïncidaient avec les siens. Leur espérance est confortée par le plan européen que présente Walter Funk le 25 juillet 1940. Alors Walter Funk, c'est tout un dossier, hein. Journaliste, homme politique et haut fonctionnaire du Troisième Reich. À ce moment-là, il est également ministre de l'économie du Reich et président de la Reichsbank. Un des hommes les plus importants, un des hommes les plus puissants de l'Allemagne. Son plan européen, c'était finalement le plan de réorganisation du continent autour de l'Allemagne nazie. Alors, peu de gens furent dupes, hein, mais tous furent contraints d'accepter les conditions du vainqueur, forcément. Mais les clercs, eux, interprétaient sincèrement comme une volonté d'unification du continent dans une démarche de paix et d'entente entre les peuples d'Europe contre les menaces bolcheviques et capitalistes. Pour ceux qui veulent un petit coup d'œil sur ce plan européen, normalement dans le mémo, il y a un lien il y a un lien vers le PDF que vous trouverez sur Internet en allemand et en anglais. Malheureusement, il n'existe pas en français. Si une bonne âme peut le traduire, ça ferait un bon dossier, ça aussi. Du coup, le cas petite parenthèse, avec la thèse, hacinienne, alors là, c'est pas Walter Hallstein, c'est Walter Funk, mais dans la mesure où la propagande allemande et les déclarations des principaux responsables aboutissent à une volonté de réorganisation du continent autour de l'Allemagne nazie, donc en fait, c'est dans le bon sens, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une structure politico-juridique à laquelle aurait participé Walter Hallstein viennent se greffer à la structure économique que Walter Funk a essayé de mettre en place durant la guerre. Bien sûr, il y a un hic au bon déroulement de ce plan européen, c'est qu'en raison des besoins de plus en plus urgents de la guerre face à l'URSS, dont l'issue devenait de plus en plus incertaine, la réorganisation économique pensée par Funk, censée être de longue durée, s'est troquée contre un pillage généralisé de tout le continent, et plus particulièrement de la France, pays alors le plus industrialisé après l'Allemagne. Si l'issue de la guerre était restée favorable à l'Allemagne, cette dernière aurait été moins violente dans le pillage du continent, tout simplement pour mieux la servir sur le long terme. L'utilisation de la force est perçue comme un mal nécessaire après les cuisants échecs pacifistes dans le cadre de la Société des Nations. L'autorité est acceptée en 1940 car elle seule peut contraindre à l'unification. Le monde en guerre est en gestation, d'où sortira un ordre nouveau s'appuyant sur la force, nous explique Bernard Grasset en introduisant une conférence de Friedrich Schieber du 22 mars 1941. Et oui, Bernard Grasset, c'est celui des éditions Grasset. Cette vision de la violence, associée à l'héroïsme, enchante les littéraires en quête d'une spiritualité perdue. Et derrière la séduction de ces artistes, il y a la séduction de ceux qui écriront le futur roman national de demain. La violence, nécessaire, qui accompagne la création de l'Europe, est érigée en force progressiste, par opposition à la Société des Nations, plus que timide et soucieuse de préserver le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette violence trouve des échos historiques selon ces intellectuels, ce qui renforce leurs convictions. Pour le juriste Louis Le Fur, c'est la violence par un pouvoir supérieur capable de fusionner les provinces qui a permis l'unité française. Outre-Rhin, c'est la bataille de Sédan qui a fondé l'Empire allemand. Ce sont les légions romaines qui ont permis la Pax Romana. Alors, ces questions d'interprétation qui sont sujettes à de nombreuses cautions. Présenté ainsi, ça paraît cohérent et même irréfutable. En réalité, il ne s'agit que d'une vision particulièrement simplifiée de l'histoire. Il parle de la Pax Romana, mais voilà, la Pax Romana, ça veut dire plus de conflits entre l'Empire romain et l'extérieur. Mais ça n'a pas empêché l'Empire romain d'être sujet aux guerres civiles, aux guerres de sécession et à l'accroissement des inégalités et donc la source de tension au sein de l'Empire.
La violence bismarckienne qui a fondé l'Allemagne à Sedan, ok, mais c'est jamais que la phase finale d'un long processus de fédéralisation qui est remonté à Louis XV et Frédéric de Prusse. La fédéralisation petite allemande qui faisait concurrence à la fédération grande allemande, austro-hongroise. De même, la violence de l'État moderne, capable de fusionner les provinces françaises, dispose de sa part non négligeable de vérité, mais demande également une part non moins négligeable de nuance. L'idée de la violence créatrice est loin d'être absurde, surtout pour créer une nouvelle mythologie, pour créer un nouveau roman national, puisque le roman national, rappelons-le, est le grand mensonge auquel on accepte tous de croire, disait Napoléon Bonaparte. Mais si on souhaite entrer dans une démarche plus scientifique, alors il faut intégrer la notion de violence comme n'étant qu'un seul élément parmi de nombreux autres. Ce que ne fait pas ici Louis Le Fur. La brutalité est, paradoxalement, source de civilisation. Loin d'être l'idée de quelques illuminés fascistes cherchant une justification historique légitimant l'agressivité nazie, la conception selon laquelle une force militaro-politique peut avoir une fonction créatrice progressiste court tout simplement dans la pensée politique contemporaine. Si on accepte la violence, alors il faut accepter la supériorité du plus violent, et donc reconnaître l'hégémonie allemande pour mieux mettre en place la solidarité des peuples européens au sein d'une structure unifiée. Mais alors solidarité, oui, peuple européen, ok, mais structure à l'intérieur de laquelle il y aurait de fait une hiérarchie entre les peuples, et donc l'absence de traitement sur un pied d'égalité, forcément. Cette structure serait unifiée avec son centre, en l'occurrence l'Allemagne, bien sûr, sur le modèle d'empire qui s'inscrit dans ce que les européistes interprètent comme une continuité historique. L'empire européen serait la dernière et décisive étape après les successions d'empires qui ont tenté d'unifier le continent depuis Charlemagne jusqu'à Napoléon Ier, en passant par le Saint-Empire romain germanique. L'hégémonie allemande est perçue par les clercs comme étant naturelle en raison de sa taille, sa place et sa démographie. Les autres puissances périphériques, France et Grande-Bretagne en tête, du fait de leur faible natalité et leur position géographique, sont vues par les clercs comme plutôt tournées vers une politique coloniale et seraient incapables de fédérer le continent. Seule l'Allemagne reste le noyau dur et il n'a pas fallu attendre la Seconde Guerre mondiale pour que les clercs s'y accordent, puisqu'en effet, dès les années 30, cette idée a déjà été intégrée. Il est intéressant de noter que les clercs constatent eux-mêmes que la France et son allié d'outre-Manche sont davantage tournés vers l'extérieur du continent que l'intérieur, ce qui leur pose problème dans le sens où ils veulent unifier le continent. Et difficile d'unifier le continent si deux puissances importantes, comme la France et la Grande-Bretagne, sont tournées ailleurs que vers l'Europe. C'est pour ça qu'ils pensent à l'Allemagne qui a perdu toutes ses colonies depuis 1918. Après la débâcle, ça va pousser les clercs à penser la position de la France dans l'Europe comme étant stratégique, une sorte de grande numéro 2, où l'Allemagne coordonne le continent pendant que la France, en fidèle seconde, coordonnerait l'Afrique, dans le cadre de la formation d'un grand bloc autarcique, autonome, eurafricain, que nous verrons un petit peu plus tard. Les conditions difficiles qu'a à supporter la France le sont en raison de la guerre. Les clercs pensent, et peut-être avaient-ils raison, mais finalement nous ne le saurons jamais, qu'une fois la guerre remportée par l'Allemagne, cette dernière perdrait de sa radicalité, cesserait progressivement la censure et exigerait moins de ressources de la part des pays vaincus, qui deviendraient des partenaires sur un pied d'égalité dans le cadre d'une relation mutuellement bénéfique. Alors ça peut paraître ridicule présenté ainsi, pour pas dire grossier et non crédible, mais les européistes ne pensent-ils pas la même chose à propos de l'Europe d'aujourd'hui? Les conditions de mise en place d'une structure européenne et les rapports de force au lendemain de la guerre ne sont plus les mêmes, hein. Mais croire que les pays d'Europe sont sur un pied d'égalité dans cette structure, c'est tout aussi ridicule. Seulement, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Dans une uchronie où l'Allemagne aurait gagné la guerre, on apprendra à l'école que l'UE, structurée autour de l'Allemagne, assure la paix, l'égalité et la prospérité entre les États membres. Et on apprendrait que l'Allemagne aurait gracieusement rendu leur souveraineté aux nations vaincues. Seulement voilà, c'est pas l'Allemagne qui a gagné la guerre, c'est l'URSS et les États-Unis, avec la France et l'Angleterre, et je vous laisse deviner ce qu'on apprend à l'école. Qui a gagné la guerre? Le choix de la collaboration dépend finalement, nous l'avons vu, d'une multitude de données dites réalistes, soi-disant réalistes, et d'une réflexion, pardon, souvent ancienne, qui trouve toute une continuité logique
depuis le grand temps de l'européisme de l'avant-guerre jusqu'à l'Europe nouvelle. Donc le discours du réalisme, mais associé à une idée qui n'est pas nouvelle, mais très ancienne. L'idéologie européiste se targue d'avoir une vision du monde pragmatique et moderne, mais elle est paradoxalement défendue par des gens dogmatiques et réactionnaires. Dissonance cognitive quand tu nous tiens. Il est aussi la conséquence d'un désespoir des clercs qui sont prêts, à la fin des années 30, dans une atmosphère eschatologique, à n'importe quelle solution pour réaliser un idéal auquel ils subordonnent désormais les événements, abandonnant alors leur lucidité. Avec l'énergie du désespoir, les clercs ont procédé à une fuite intellectuelle en avant. Au plus ça allait mal, au plus les événements démontraient leur égarement, et plus ils croyaient alors en leur idéologie. C'est assez similaire finalement avec les européistes d'aujourd'hui et leur comportement de plus en plus autoritaire, avec une structure incapable de s'adapter à une crise sans remettre en question sa raison d'être. La grande différence entre les européistes d'hier et d'aujourd'hui, c'est que ceux d'aujourd'hui sont actuellement au pouvoir, ils ne sont pas juste en train de délirer dans leur club de pensée, mais dans le cadre d'un entre-soi complaisant. Les européistes des deux rives se connaissaient déjà bien avant-guerre, ce qui facilite plutôt la confiance mutuelle. Mais cela facilite aussi la manipulation du vaincu par le vainqueur. Avant la première rencontre du Solberg en juillet-août 1930, Otto Abetz, qui n'avait pas encore sa carte au NSDAP, écrit aux autorités allemandes qui l'ont subventionné et il leur disait qu'il agit dans l'intérêt de la révision politique et il qualifie sa rencontre du Solberg d'illusionnisme réussi. En 1930, le NSDAP n'est pas encore au pouvoir, par conséquent, il est plus difficile ici d'attribuer les propos d'Abetz à celui d'un brave type qui essaye de s'adapter à l'Allemagne nazie. Le point de vue du carriériste est plus adéquat, mais on ne peut pas non plus l'accuser de revanchisme, puisque on le retrouve dans les courants politiques pacifistes au début des années 30, avant qu'il n'adhère du moins au NSDAP. Il avait tenté de jouer sa carrière initialement dans une perspective pacifiste, mais sentant le vent tourner en faveur du revanchisme, il a décidé de manipuler les pacifistes de son réseau pour servir les intérêts de la future force dominante et belliciste en Allemagne. Abetz conçoit le rapprochement franco-allemand avant tout comme un moyen de relever l'Allemagne. Donc Abetz, la boîte francophile, c'est avant tout un Allemand qui aime l'Allemagne. Son adhésion au parti nazi en 1931 se fait en raison des grandes perspectives de carrière qui s'offrent à lui. En se faisant l'agent du parti, il attribue une image apaisante d'Hitler pour la France au début des années 30. Proche de Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères allemand, Abetz joue un rôle prépondérant en France dans la propagande allemande. Son rôle consiste en, je cite, la neutralisation psychologique des courants qui auraient pu être hostiles soit à l'Allemagne, soit au nazisme. Fin de citation. En somme, plutôt que d'œuvrer au rapprochement franco-allemand, Abès participe plutôt à la propagation de l'idéologie du rapprochement, sans recherche de véritable rapprochement. D'où l'illusionnisme réussi. Après tout, que dit Abels dans un document destiné à Hitler et intitulé Travail politique en France? Il dit, je cite, exactement de la même façon que l'idée de paix fut usurpée par l'Allemagne nationale-socialiste et servit à affaiblir le moral français sans faire tort à l'esprit combatif allemand, de même, l'idée européenne pourrait-elle être usurpée par le Reich sans porter préjudice à la revendication de primauté continentale ancrée par le national-socialisme dans le peuple allemand. Fin de citation. S'il n'y a à présent plus aucun doute sur les intentions d'Abetz, qu'en est-il des conférenciers allemands invités par le groupe Solberg? Européistes ou propagandistes? Bon, sûrement les deux. Le contenu de leurs conférences semble échapper à toute idéologie et s'inscrire dans une continuité européiste. Leur sincérité semble octroyer la plus grande garantie qui puisse être. Max Claus, dans son ouvrage Le fait continental, enfin dans sa conférence Le fait continental en mai 41, dispense ses analyses dans la continuité de l'avant-guerre. Il dirigeait déjà dans les années 1920 la Europäische Revue et s'était associé à la pacifiste Revue des Vivants. Le baron Werner von Rheinbaben, diplomate puis ambassadeur à la Société des Nations, spécialiste des questions internationales, est le promoteur inlassable de la Pan-Europe de Coudenhove-Kalergi. Selon lui, la condition essentielle à toute coopération européenne est la réduction des armements. Colin Ross, dans l'avènement d'une nouvelle Europe, souhaite quant à lui une véritable fusion franco-allemande et pas seulement un rapprochement. Friedrich Sieburg, l'adjoint d'Abetz, et lui aussi très francophile, a écrit « Dieu est-il français ?»
un ouvrage dans lequel la France joue un rôle central dans l'élaboration de l'Europe. Dans son esprit, le rapprochement doit se faire sur une base spirituelle, les deux pays étant naturellement amenés à se compléter. On peut ajouter Fritz Brand, que Prévoto confirme, en s'appuyant entre autres sur Rita Tillman, historienne française, comme étant un fanatique du rapprochement franco-allemand, un idéaliste avec de véritables motivations pacifistes et européennes. De même pour le juriste et avocat Friedrich Grimm, devenu fer de lance de la propagande de paix nazie durant la décennie 1930. Ces trois individus, Seeburg, Brahn et Grimm, européens sensiblement convaincus, suivent tout de même la tendance et rallient le parti nazi dès 1933. Alors peut-être espérait-il faire de l'entrisme européen au sein du NSDAP, peut-être qu'il souhaitait juste faire carrière, je sais pas. Si le rêve européen prend une forme particulière, nous dit Prévoto, dans la période hitlérienne, il reste assurément l'objectif de Grimm, Brahn et d'autres. Rien de surprenant finalement si est envisagée la continuité de l'administration et des élites allemandes de la période hitlérienne à l'après-guerre. Donc rien d'étonnant et de choquant en effet, hein. Attention à ne pas interpréter non plus de travers cette continuité. Parce que ces européistes carriéristes, dont le curseur entre le super collabo-cynique et le pieux européen profondément convaincu est variable selon les individus, ont milité dans l'entre-deux-guerres. La plupart se sont ralliés au parti nazi quand ce dernier avait le vent en poupe, puis ont continué de jouer la carte de l'Europe pour ceux qui ont pu poursuivre une carrière politique après les procès de Nuremberg. Dans l'hypothèse où le vainqueur le plus influent de la Seconde Guerre mondiale souhaiterait construire une Europe à dessein, au service avant tout de ses propres intérêts, comment procéderait-il selon? En toute logique, il manierait auprès de ces individus sont Brahn, Grimm ou encore Seeburg, la carotte de la construction européenne et le bâton de la menace du rappel de leur passé nazi. Ainsi, les artisans les plus dévoués de la construction de l'Europe sont aussi ceux qui sont les mieux asservis par le vainqueur, ici par les services américains. Un autre élément participant à l'illusion, le caractère technique et dépourvu de toute idéologie de certains des conférenciers, comme Anton Zischka. Il s'agit de l'un des concepteurs nazis d'une économie continentale autosuffisante en matières premières. Zischka ne fait jamais que prolonger ses réflexions avec le nazisme, qui semble être véritablement le cas puisqu'il a pu poursuivre ses travaux après-guerre sans jamais être ennuyé par son passif au sein du parti nazi, contrairement à d'autres. Ses travaux sont compris comme purs de toute empreinte idéologique. De même pour Ferdinand Fried, économiste éminent du régime nazi. Avec l'ancienneté de leur parcours, voilà de quoi séduire les européistes français qui espèrent une occupation constructive. C'est comme si à côté du nazisme existait en toute indépendance et sans aucun contact, le technicisme. Ces concepts européens nazis sont avant tout d'ordre économique avec quelques touches de géopolitique. Dans les grandes lignes, on est dans la continuité de la Mitteleuropa. Il est question d'une économie de grands espaces. Alors en allemand, je vais écorcher, Großraumwirtschaft, donc économie de grands espaces en français, associée à l'idée d'un bloc continental eurasiatique. On se rapproche quelque peu, selon Brunto, d'un genre de doctrine Monroe-allemande. Envisager les projets européens nazis comme de simples et rapides constructions à des fins de propagande est donc une méprise, d'ailleurs souvent volontaire. Le Großraumwirtschaft s'intègre dans la continuité de l'histoire allemande, conclut Jacques Frémont, historien suisse, dans son livre Le Troisième Reich et la réorganisation économique de l'Europe, 1940-1942, Origine et projet. Hitler, comme dépassé par son succès, après avoir conquis l'Europe, semble comprendre qu'il doit réussir à l'administrer s'il souhaite la conserver. Alors bien qu'Hitler lui-même n'ait aucune ambition d'ordre européen en dehors du rayonnement et de la domination de la race aryenne, il laisse d'autres se charger de cette problématique sans donner de directives précises. Donc non, Hitler n'a pas fomenté la construction européenne, il a laissé faire ses subalternes. Pas tout à fait la même chose. Certains, comme Abetz, sont plus d'ambition européenne que ça. D'autres, comme Walter Funk, qui jouent sur les mots à des fins de séduction pour mieux asservir le continent à l'économie allemande. Et d'autres, qui sont sincèrement convaincus, mais aussi bien moins influents, comme Grimm, Brann ou encore Siebel. L'historien Jacques Frémont résume ainsi que, tout en étant dans une profonde continuité, les plans européens nazis sont élaborés par des Allemands héritiers de l'Empire et de Weimar,
plus ou moins inféodés au national-socialisme, avec qui les maîtres du Troisième Reich ont partagé le pouvoir, à qui, tout au moins, ils ont laissé certaines responsabilités, en particulier celle de la gestion économique. De 1940 à 1942, à fin 1942, il y a une effervescence de projets européens. On est dans la préparation de l'après-guerre. À partir de 1943, il ne s'agit plus que de propagande sur fond de réalisme et de vérité. En 1943, Ribbentrop, qui voit l'Allemagne subir des défaites, couche sur papier un plan relativement précis pour une confédération européenne. Ce dernier projet n'est probablement jamais parvenu jusqu'au Führer, à moins que celui-ci ne l'ait simplement rejeté. Car Hitler ne désire pas bâtir l'Europe telle que la conçoivent les européistes français, ni les théoriciens allemands. Le continent étant réunifié de façon rapide et inespérée par l'Allemagne, il était question, pour les clercs du groupe Collaboration, de mettre au point des projets géopolitiques, économiques et sociaux pour conjurer la colonisation économique américaine et la révolution communiste. Du coup, faire l'Union européenne, c'était déjà, rendez-vous compte, faire le poids face aux États continents comme les États-Unis et l'URSS. L'objectif est de mettre en place une nouvelle conscience européenne, de créer de toutes pièces une identité européenne, en somme, grâce à ces projets communs. Des différentes sections du groupe, la section économie est la plus active. Très actif, le groupe collaboration élabore des réflexions qui sont alors incontournables. Alors elles sont incontournables peut-être parce qu'en fait il s'agit d'un des rares groupes, sinon le seul, qui est autorisé à publier des travaux et des analyses sur le sujet. Mais quand bien même, quand bien même c'est le seul groupe qui ferait ça change rien au caractère intellectuellement très actif du groupe. Sur la donne géopolitique, on change l'axe de réflexion. D'États-nations qui s'entrechoquent et provoquent des guerres, on passe à une structure unitaire. Le nationalisme, nécessairement belliciste, s'efface au profit d'un grand espace, bloc continental ou eurafricain autarcique. Dans l'argumentaire européiste d'aujourd'hui, il n'est plus question d'autarcie ou de bloc eurafricain, cependant il est toujours question de vision du monde en grands espaces unitaires, puisqu'on parle de multipolarisation entre autres, et il est toujours question du nationalisme, c'est la guerre. Friedrich Green dénonce pleinement la politique de Richelieu, en faisant référence au traité de Westphalie, sur l'ennemi héréditaire, et il la définit comme anti-allemande. En fait, il s'agissait surtout d'empêcher l'émergence d'une puissance rivale trop forte. Le traité de Westphalie, c'était ça au départ. Il en est de même pour la politique européenne de la Grande-Bretagne, la Balance of Power, fondée sur les nations. Ces politiques, fondées sur les nations, interdiraient donc toute paix durable en Europe. Mais à aucun moment il ne semble se demander si ces grands espaces peuvent être amenés à s'entrechoquer, ce qui augmenterait encore plus l'amplitude des conflits. En 1940, Jean Montigny critique les nationalistes réticents devant l'œuvre continentale en construction et les accuse de répéter les erreurs du traité de Vienne, la paix armée de 1815 qui était déjà obsolète, et sa répétition en 1919 avec le traité de Versailles. Prévoto précise qu'il s'agit d'une réécriture de l'histoire puisque c'est l'aventure impériale bonapartiste qui a détruit l'équilibre des puissances et qui a permis une paix relativement générale en Europe de 1815 à 1914, ou à la rigueur des conflits de petite ampleur. Prévoto ajoute bien que l'idée selon laquelle les nations se font fatalement la guerre est fausse et qu'Hitler, comme Napoléon, a tenté de détruire cet équilibre des États-nations. Le groupe Collaboration ne cesse de répéter que la nation est devenue au XXe siècle un non-sens économique. Lors de l'élargissement de 2004, nous fait remarquer Prévoto, les partisans de l'élargissement avançaient encore le même argument comme quoi les nations sont trop petites économiquement. Du coup, l'argument de l'européiste collabo et de l'européiste d'aujourd'hui, c'est toujours le même. Le pays est trop petit, la nation s'est dépassée, il faut faire plus grand, il faut faire le poids. Encore. Friedrich List est l'un des auteurs des théories économiques fondant notre marché commun actuel. Marché commun ayant plutôt vocation à être un espace économique relativement fermé. La doctrine initiale était protectionniste, du moins dans les grandes lignes, ce qui n'est pas le cas du marché commun d'aujourd'hui. Durant tout l'entre-deux-guerres, la vision de l'organisation mondiale se faisait en pan-région. Pour que l'Europe soit indépendante des marchés extérieurs, elle doit être autosuffisante et donc fonctionner en autarcie, du moins dans un premier temps. Et seulement une fois cette autonomie assurée, alors commencer à commercer avec les autres pan-régions et plus particulièrement l'Amérique. Selon Werner Dietz,
L'autarcie est le contraire de l'impérialisme. À cette époque moderne, dans laquelle les guerres n'ont plus que des causes économiques, une organisation générale basée sur de vastes ensembles indépendants serait génératrice de paix. Le bloc autarcique européen n'est qu'une étape vers un bloc euro-africain, puis mondial. Cependant, malgré tout, les blocs se concurrenceraient, et dans l'idée des Européens d'alors, une Europe unie ferait concurrence aux deux autres blocs, américains et soviétiques, et conserverait même la prépondérance économique parce que c'est la plus massive. En ce sens, l'Europe unie autarcique nazie est une couleuvre plus facile à avaler. Pour que cette autarcie puisse fonctionner, il faut un espace vital, fort compatible avec le concept de Lebensraum, comme par hasard. L'extension à l'Est et ses riches terres agricoles pour autosuffisance en matières premières répond à cette demande. Et si les théoriciens allemands adaptaient probablement leur doctrine en fonction de la géopolitique du Führer, à moins que ce ne soit l'inverse, le concept d'élargissement à l'Est était déjà pensé vers 1930 par Francis Deleuze et Anton Zizka, amenés à tenir des conférences sur le sujet plus tard dans le groupe Collaboration. Dans la même logique, tout ce que l'Europe ne produit pas, il faut lui trouver un substitut synthétique. Zizka disait de ces matières premières synthétiques que ce sont les armes de paix de l'Allemagne. Le charbon liquéfié, c'est une arme de paix. De même, dès les années 1920, pour le mythe d'une Eurafrique réconciliatrice et pilier du rapprochement franco-allemand, puisque pour exploiter les colonies africaines, il faut une entreprise européenne commune, ce mythe est prédominant de 1939 à 1941. Hitler laisse les projets de Mittelafrika dans ses ministères qui ne sont que du bonus et non une alternative au Lebensraum. Le comité France-Allemagne avait intériorisé l'idée que la France organiserait l'Afrique pendant que l'Allemagne organiserait l'Est européen. Rappelons qu'à cette époque, lorsqu'un Européen ou un Africain regarde une carte du monde, il voit une Afrique quasi intégralement colonisée et partagée par les États européens. Ce faisant, penser les rapports et les problématiques européennes se jouent aussi sur le continent africain. Prévoto ajoute: du pacte de Bruxelles en 1948 jusqu'au traité de Rome en passant par le plan Schuman, les colonies africaines restent un enjeu de la construction européenne. Les visions du monde et les anciennes aspirations des Européens des années noires et de ceux des années 1920-1930, quand il ne s'agit pas des mêmes, ne disparaissent pas en 1945. Pour l'Allemagne, Jacques Frémont écrit en 1974: cette Europe ébauchée dans le cadre de l'Organisation européenne de coopération économique, puis de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et surtout de la Communauté économique européenne, n'est-ce pas une Europe très proche de celle que beaucoup d'Allemands ont depuis longtemps, aussi pendant la guerre, souhaité et préparé? Pour les deux Allemagnes, le Grossraumwirtschaft est devenu une réalité, ou tend toujours plus à le devenir. On peut ainsi affirmer qu'envisagée sous l'angle des relations économiques extérieures, l'histoire de l'Allemagne se caractérise par la continuité. Avant comme après 1945, l'économique prédominant le monde, la question européenne est dépolitisée. Bien que non spécifié par Prévoto, le fait de la dépolitisation de la construction européenne fait que ce sujet ne se pose pas sur la place publique. Du coup, il ne devient qu'un problème juste technique, et donc réservé à des techniciens, à des experts. La question européenne comme projet politico-économique aurait tout aussi bien pu passer aux oubliettes. Ce faisant, ce que révèle ici le traitement de la question européenne avant comme après la guerre, c'est justement son caractère antidémocratique. Il s'agit d'une simple question technique réservée à un groupe restreint d'individus, à des techniciens. La question de son approbation par les peuples européens ne se posait pas. Et elle ne se pose d'ailleurs toujours pas aujourd'hui, ce qui commence à peser sur le bon fonctionnement des institutions européennes. L'Europe est ontologiquement technocratique, et quand je dis ça, c'est vraiment technocratique dans le sens le plus neutre qui soit. Je veux dire, je dis pas technocratique, c'est pas bien, c'est juste ontologiquement parlant, l'Europe est technocratique. Et ce, précisément parce que les peuples en sont fondamentalement désintéressés. Le sujet n'intéresse que quelques élites, et les peuples approuvent, non sans propagande ou campagne médiatique allant en ce sens, plus par défaut que par esprit d'analyse, pour pas parler de conditionnement. En 1945, l'idée qu'en réalisant l'unité économique, inévitablement l'unité politique suivrait. Et concrètement, la démarche d'unification post-45 a été tant politique qu'économique, dans le dos des peuples à ses débuts, et puis une fois le système en place, il s'est imposé de lui-même,
et il n'y avait plus qu'à laisser les gens approuver le travail fait dans leur dos. Non pas que le processus se soit fait dans le plus grand secret, hein, bien sûr que non, mais c'est seulement qu'en évitant tout débat et en restant discret sur la question, jusqu'au moment fatidique où on demande aux gens de voter oui. Dit autrement, les élites politiques et économiques, avec des motivations variables selon les individus, contrôler l'Europe géopolitiquement, assurer la paix, établir des règles pour faire du business qui privilégient les plus gros au détriment des plus petits entrepreneurs, convictions idéologiques ou religieuses, etc., j'en passe et j'en passe. Appartenir à une identité mondialiste, internationaliste, autre que l'identité nationale, serait déjà fusionner au-delà des frontières, du moins dans les zones du monde libéral capitaliste. Ce faisant, ils auraient la volonté politique de créer l'union politique entre les peuples. Et pour cela, on passerait par l'union économique. Et une fois cette dernière effectuée, les peuples ne feraient alors plus qu'un. Mais si cette belle et utopique vision des choses était la bonne, alors il n'y aurait jamais eu d'élargissement en 2004, puisque la fusion politique et économique n'était pas achevée. De même, on n'aurait jamais conçu l'euro, puisque la monnaie accentue les inégalités de richesse entre les pays, dont le tissu économique n'est pas encore homogène. Et de même, le contenu des traités européens n'autoriserait pas la totale liberté de circulation des capitaux entre les États membres et entre les États tiers. Bref, si les choses sont ainsi, c'est pas parce que les motivations d'unité politique et économique de nos élites ne seraient rien d'autre que de belles paroles séduisantes et distrayantes, et leur motivation ne relèverait que du business privé de grande ampleur, que du business privé à grande ampleur, pardon, à échelle internationale, puisque finalement, ce sont ces seuls intérêts-là qui sont satisfaits. Donc par conséquent, comment est-ce qu'on fait pour réformer une institution dont la conception ne peut servir que ces intérêts-là? Ben, la réponse, on ne peut pas. Il y a le mirage de l'autre Europe pour faire passer la pilule, et il y a l'émancipation effective des États à l'Union européenne actuelle. La communauté européenne résume les grandes idées d'unification économique du continent pour rendre les nations complémentaires et solidaires, comme le sont deux provinces d'un même pays. Il est question, contrairement à l'application de l'Union européenne actuelle, d'un socialisme de l'abondance. Les intellectuels du groupe Collaboration cherchent en effet à retenir dans l'Allemagne national-socialiste seulement le socialisme et cherchent à montrer que l'Allemagne est le pays socialiste le plus abouti, contrairement à une France décrite comme bourgeoise et réactionnaire. Il est question de fin de l'étalon or et de le substituer à l'étalon travail. Il est question de coordonner production et consommation. Ça, c'est le socialisme de l'abondance. Il est question de mettre fin à la lutte de classe entre prolétariat et patronat, source de violence, de désordre et de misère collective. Il est question de dirigisme économique, c'est-à-dire sans parlementaire, pour éviter les désordres et les crises. Il est question de maîtriser le marché pour empêcher les concurrences négatives et, et il est question de la formation de cartels industriels. Dans cette idée de complémentarité des rôles des nations pour optimiser les rendements, la France joue un rôle quasi exclusivement agricole. Hashtag FNSEA. Côté nazi, il est question de désindustrialiser la France et de lui confier une responsabilité énorme, celle d'assurer l'indépendance alimentaire de l'Europe, ce qu'on retrouvera dans l'exposition La France européenne. Côté français, en conformité avec l'idéologie de la Révolution nationale, il s'agit de conserver un temps du moins de transition. L'industrie, celle de la qualité, pour ne pas réduire au chômage nombre de Français qui ne seraient plus consommateurs des produits manufacturés allemands. Donc, le retour à la terre, tout ça, oui, mais on fait ça de façon intelligente parce que si on doit enlever d'un coup toutes les usines, on va créer un chômage de masse et de la misère, donc il ne faut pas. La collaboration économique par le biais d'ententes entre cartels viserait à préserver la collaboration économique des aléas de la politique. Ainsi aboutirait une institution durable, une Ligue économique des nations européennes, fondement à terme des États-Unis d'Europe. Prévoto nous commente: cette méthode est retenue par les pionniers de la construction européenne autour de 1950. Ici, encore, nous constatons que l'idée européenne développée pendant la guerre se caractérise plus par la continuité que par la rupture. La réalisation de l'union économique doit en tout cas enlever aux politiques toute possibilité de blocage de l'Europe. Sur ce point, le parallèle avec l'après-guerre n'a même pas tellement besoin d'être souligné tant il est évident. Fin de citation. La question de l'identité européenne, voire de crise d'identité culturelle, ça va peut-être rappeler les choses, chez les purs intellectuels comme Chateaubriand, Bonnard ou Drieux-La Rochelle,
Comme s'il fallait l'inventer de A à Z et difficile à traiter. N'arrivant pas à tracer ses contours, l'identité européenne se définit par un jeu de miroirs et d'antagonisme. L'identité européenne existe par ce à quoi elle s'oppose, généralement Orient-Occident. Plus concrètement, par l'anti-bolchevisme, mais aussi par le rejet catégorique de la Russie, à l'exception des pays baltes. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'Ukraine. Ou encore l'antagonisme chrétienté versus islam, ou alors Rome versus Jérusalem. En définitive, c'est une lutte continue contre l'Est. Les clercs tentent de concilier l'idée d'Europe avec un sentiment national toujours vivace, en cherchant non pas à uniformiser les cultures, mais à augmenter la connaissance mutuelle des cultures de la même civilisation européenne. Mais croire que les identités nationales peuvent être préservées en l'absence de souveraineté dans l'Europe nazie, c'est se joindre à l'anti-universalisme de la pensée allemande. Les nazis font des projets de fédération européenne, des régions ethno-culturelles. Le ministère de l'Intérieur allemand de l'Union européenne actuelle soutient de nombreux partis autonomistes, notamment français, et le principe régional est déjà reconnu dans les instances européennes. Une carte de l'Europe dans l'esprit de celle de l'ASS est même cautionnée avec le soutien financier du Parlement européen par plusieurs partis politiques, dont le Parti démocrate des peuples d'Europe et les Verts Alliance libre européenne. Depuis 1945, fédéralisme européen, néofascisme et ethno-racisme font souvent bon ménage. L'Union européenne d'aujourd'hui tend, par la voie politique, ce que les nazis tentaient par la voie militaire. La création d'un État fédéral des régions à base ethnique, conformément à la vision traditionnelle de l'Allemagne depuis le XIXe siècle. Évacuée de ses principes raciaux, la quête identitaire de l'européisme nazi et collaborateur ressemble fort, finalement, à celle d'aujourd'hui. Nous en arrivons à la conclusion du livre. Le nouvel ordre européen, né avec fracas en 1940 et destiné à durer, s'effondre finalement au bout de 5 ans. Le projet d'union, lui, par contre, subsiste et connaît ses premiers succès dès 1947-1948. Selon Prévoto, les nombreux européistes qui ont rallié le projet de l'Europe nouvelle se sont simplement trompés d'heure et surtout de manière. L'essentiel des intellectuels du groupe Collaboration en sont réduits au silence du fait de cette compromission. Les cadres du groupe Collaboration, à distinguer des simples adhérents, semblent être insensibles au réel et font tant des réflexions de structuration de la nouvelle Europe que de propagande. Nombre d'entre eux, français comme allemands, sont des Européens de foi, militants de l'Union depuis les années 1920 pour certains. Durant l'entre-deux-guerres et ses crises, l'idéologie européiste se crée. L'engagement pour l'Europe se superpose à toutes les autres et incarne la troisième voie par excellence. Entre l'idée nationale restreinte et l'universalisme démesuré, entre les internationales marxistes et capitalistes, et prenant racine sur un sentiment de décadence inéluctable des nations occidentales. On retrouve l'ambiance idéologique qui justifie la création d'une Union européenne. En 3 points, les nations sont responsables des guerres, donc il faut en finir avec l'idée nationale et voir plus loin. Deuxième point, pour faire contrepoids au grand bloc universaliste à l'Est et à l'Ouest. Troisième point, le sentiment de décadence de la civilisation occidentale, sans qu'on sache d'ailleurs vraiment en quoi, sur quels critères cette civilisation serait décadente. Cependant, les intellectuels porteurs de ces réflexions ne semblent pas avoir plus de recul. Pour reprendre le point numéro 1, l'idée impériale qui s'était jusqu'alors superposée à la structure nationale, à l'autorité de chefs d'État et d'institutions efficaces et volontaristes, c'est le cas des modèles de Napoléon I, Napoléon III, Victoria pour la Grande-Bretagne, Bismarck et Hitler pour l'Allemagne. La question de l'impérialisme n'est pas remise en question, en fait. La réflexion portant sur l'idée comme quoi ce ne seraient pas les nations, mais les impérialismes les responsables des boucheries traumatisantes ne semble même pas abordée par ces intellectuels. Ils semblent vouloir tendre vers un petit universalisme inter-européen, mais sans voir en quoi les deux universalismes déjà existants et qui se mettent en place de part et d'autre de la planète sont tout autant bellicistes et voraces. Si un européiste, si un européiste peut répondre que son universalisme à lui, donc l'universalisme européen, c'est-à-dire un pseudo-universalisme, serait pacifique, alors que l'exemple des deux précédents montre un caractère belliqueux,
Bon, l'anti-européiste alors, il a le droit de dire que sa nation ou n'importe quel autre prisme politique pourrait être l'exception, hein. Justifier l'internationalisme ou n'importe quelle autre vision politique du monde en s'appuyant sur cet argument n'a en fait aucune valeur tangible, ni pour l'un ni pour l'autre, mais relève simplement de l'opinion préconçue, pour pas dire de la croyance. La question du contrepoids aux deux blocs, c'est très exactement le même argumentaire qu'utilisent les européistes d'aujourd'hui. Ni ceux d'aujourd'hui, ni ceux d'hier ne semblent comprendre qu'ils veulent la paix en même temps qu'ils réfléchissent dans le cadre d'une vision du monde anxiogène et génératrice de conflits. C'est aussi qu'il faut faire un bloc pour contrer d'autres blocs. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut espérer à part le choc entre ces blocs? Pour une vision du monde apaisante, il faut raisonner en d'autres termes que celui de blocs destinés à faire contrepoids. La faute est d'autant plus grave, selon mon humble avis, pour les collaborationnistes, puisqu'il n'existait pas encore l'arme de dissuasion nucléaire qui autoriserait, en quelque sorte, une vision du monde anxiogène et belliciste, sans en arriver, heureusement, à un vrai conflit de grande ampleur. Au moins, la folie inconsciente des européistes d'aujourd'hui est neutralisée par la dissuasion nucléaire. Enfin, troisième point, la vision d'une Europe décadente n'est pas remise en question. En un sens, cela aurait été crédible pour les européistes de 1920 à 1945, puisque certains États européens avaient une assise pleinement mondiale et se retrouvaient alors en concurrence avec deux blocs. Alors admettons, la décadence sur ce plan-là, très bien, admettons. Cependant, il est amusant d'observer que les progressistes de l'Union européenne d'aujourd'hui sont en lutte contre la décadence, c'est-à-dire le déclin de l'Europe, le déclin économique, sans qu'ils ne se rendent compte eux-mêmes que la lutte contre la décadence est le pseudo-argumentaire infondé des politiques réactionnaires. Donc pour les gens qui disent progressistes, c'est vraiment un comble. Faire l'Union européenne pour lutter contre le déclin de l'Europe, c'est ontologiquement réactionnaire, finalement. Alors je dis pas que c'est pas bien d'être réactionnaire, mais juste que lorsqu'on prétend être progressiste et que finalement nos schémas de pensée sont ceux des fonctionnaires, ben juste il y a quelques connexions qui sont incomplètes, quoi. L'Europe de l'après-guerre trouve ses racines dans les concepts déjà bien structurés vers 1930, ceux-là même qui sont développés et approfondis en 1940. Le processus européen suit la même pente que le projet nazi. Il détruit l'État-nation pour établir définitivement la paix. L'européisme s'inscrit dans un courant pacifiste, mais pas démocratique. Dans les années 1930, il est question d'européotechnicisme, où la mise en avant des solutions des techniciens relève davantage de l'idéologie que du pragmatisme, et en substance, il s'agit de penser l'Union européenne comme une technocratie. L'anticommunisme sert de ciment pour tous les partisans du fédéralisme, neutralisant les clivages des années de guerre. C'est aussi un impératif justifiant le reclassement d'anciens spécialistes, parfois criminels de guerre, dont l'utilité est reconnue, le tout sous le patronage bienveillant des Américains. Prévoto allant jusqu'à prendre l'exemple du vote de 2005 sur le traité de la Constitution européenne, rejeté par les Français et les Hollandais, démontre bien que l'idée européenne n'est pas l'idée démocratique. Il poursuit avec la crise systémique de 2008 qui met à nu les incohérences de décennies de marche forcée d'intégration. Le truc, c'est qu'il atténue ensuite par les plus ardents pro-européens persistent malgré tout à vouloir toujours plus d'intégration, quoi qu'il advienne. Il faut briser une idée fausse. L'idée l'Europe intégrée est un simple modèle. Construire l'Europe autrement est possible. Du coup, Prévoto nous explique que l'UE n'est pas et ne peut pas être démocratique, mais au mieux un moyen de préserver la paix entre les États membres et entre les États membres seulement, même s'il ne précise pas lui-même, cette tournure de phrase tente à le montrer. Et pourtant, en même temps, il suggère de faire une autre Europe. Alors pourquoi? Est-ce qu'il est lui aussi sincèrement européiste après avoir longuement démontré le sinueux XXe siècle de cette idéologie? Ou bien, s'attendant probablement à des critiques d'européistes, cherche-t-il à les atténuer en évitant d'aller jusqu'au bout de la démarche? Ben, je ne sais pas, il faudrait l'interviewer pour le savoir. Conclusion et remarques personnelles. L'auteur cite une fois Pierre Hillard et une fois Jacques Sapir, à des fins relativement annexes par rapport à l'ensemble de sa démonstration, mais bon, voilà, il cite quand même des gens qui ont une réputation un peu controversée, donc je trouve ça assez sympa. Bon après, il cite Jacques Sapir, mais en même temps, Prévoto a déjà écrit 2 articles pour Res Publica, dont Jacques Sapir est membre, donc ceci facilite peut-être cela. Certes,
L'idée européenne n'est pas d'origine nazie à proprement parler, comme s'amusent à le débunker certains individus. Certes, l'Union européenne d'aujourd'hui n'a rien ou que peu à voir avec l'idéologie nazie. Cependant, la construction européenne a bel et bien des bases juridiques, politiques et économiques d'origine nazie. Balbutiante parce que lancée dans le cadre d'une politique continentale allemande prédatrice en raison d'une guerre intense menée sur deux fronts, cependant, tout était en place pour qu'en cas de victoire de l'Allemagne, une technostructure supranationale se mette en place pour réorganiser le continent au profit quasi exclusif de l'Allemagne. Or, l'Allemagne a perdu la guerre, le continent a été divisé, l'Allemagne aussi a été divisée, et la partie occidentale libérée a construit progressivement une entité supranationale sur les mêmes bases que celle conçue par l'Allemagne nazie, mais avec une autre idéologie à la place et pour le profit quasi exclusif d'une autre puissance, ce fédérateur de l'Europe qui est non européen, pour citer Charles de Gaulle dans sa conférence de presse du 15 mai 1962. Aujourd'hui, cette technostructure semble quelque peu partir en roue libre. Forcément, au bout de 70 ans de construction européenne, tout ne se passe pas sans accroc. Les rapports de force ont changé, hein, d'autres puissances ont émergé, d'autres conditions socio-technologiques et économiques sont en place. En revanche, le caractère profondément réactionnaire, mais toujours présenté sous les traits du progrès et de la modernité, lui, persiste, malgré 70 ans d'autre Europe. La construction européenne n'est pas un projet nazi en soi, mais plutôt la nouvelle religion des temps modernes qui dépasse et assimile toutes les idéologies, dont notamment l'idéologie nazie, lorsque celle-ci était dominante en 39-44. Le pouvoir n'est plus réparti entre prêtres, généraux et sénateurs qui codifient et développent leur propre pouvoir au travers de rituels et qui prennent très sérieusement des décisions conformément à ce que leur dictent les augures. Non, le pouvoir semble plutôt réparti à présent entre des industriels, des économistes, des banquiers et des professeurs, pour paraphraser Tommaso Padoa-Schioppa, qui codifient, développent leur propre pouvoir au travers de think tanks et qui prennent très sérieusement des décisions conformément à ce que leur dicte la bourse. Dans l'Europe nazie, il fallait un interventionnisme pour empêcher la concurrence négative, alors que dans l'Europe d'aujourd'hui, il ne faut aucun interventionnisme pour ne pas perturber un marché supposé autorégulateur. Les sous-idéologies sont antagonistes, mais la religion européiste est un outil qui leur permet d'arriver à leur fin en faisant fi de toute argumentation rationnelle. Et en effet, puisqu'une croyance n'est pas un sujet à débat et s'impose d'elle-même. Dans les deux constructions européennes, l'élaboration du projet se fait sans l'avis des peuples. Dans les deux projets, il s'agit d'une concertation d'élites persuadées de mieux savoir que le commun des mortels ce dont ces derniers ont besoin. Dans les deux projets, il est question de garantir la paix et d'en finir avec toutes les guerres entre les nations. Dans les deux projets, il est question du regroupement de centres d'intérêt économique pour optimiser leur production et leur rendement, et ainsi augmenter la richesse globale d'une part, et, prétendument, diminuer les égalités d'autre part. Comme une religion, la construction européenne est exemptée de toute critique de fond, au mieux quelques réformettes. De là à dire que l'Union européenne est ontologiquement antidémocratique, il n'y a qu'un pas. À la lumière de ces éléments, l'honnêteté intellectuelle m'invite à concevoir les choses ainsi. On peut se satisfaire du dogme européiste. Pour cela, il faut assumer le fait d'être aristocrate, dans le sens linéaire, ou bien un technocrate, mais pas un démocrate, et penser qu'il s'agit d'une meilleure forme de gouvernement. Ce sera alors un point de vue cohérent qui peut fonctionner durablement et satisfaire les besoins d'une population à qui on demande de rester à sa place et à qui on ne cherche pas à faire croire qu'elle a quelque influence que ce soit sur la politique. Sinon, si l'on veut assumer le fait d'être démocrate, alors il faut combattre la construction européenne et le dogme européiste, et intégrer l'idée que l'on ne gouverne pas de façon identique des gens sans affectio societatis. Dans ces conditions, le petit peuple, regroupé par cette affectio societatis, avait bel et bien son mot à dire sur la politique et se gouvernerait alors par lui-même, mais sans gouverner les autres peuples, mais avec lesquels il est libre d'établir les relations qui lui conviennent. Là aussi, le point de vue est cohérent et, peut-être, peut fonctionner durablement et permettre à la population de satisfaire elle-même ses propres besoins. Ce qui est incohérent, en revanche, c'est de prétendre être européiste et démocrate. On ne peut pas souhaiter une structure conçue par des élites et qui exclut, du fait de ses fondements, les populations, tout en prétendant à ces mêmes populations qu'elles vivent en démocratie. Ça, c'est pas possible. Alors, on peut maquiller le problème en créant un Parlement européen démocratiquement élu. On peut user de pirouettes intellectuelles pour faire croire qu'un changement de majorité au Parlement changerait quelque chose, mais fondamentalement, il n'y a pas de démocratie qui tienne. Peut-être y a-t-il là une piste qui expliquerait le sentiment de malaise global de la population dans les institutions qui les gouvernent.
Je dis ça, je dis rien. Peut-être que pour remédier à ce malaise, il faut procéder à l'un de ces deux choix. Union européenne sans démocratie ou alors démocratie sans Union européenne. Visiblement, c'est le choix numéro un qui s'offre à nous. La troisième voie, celle de notre Europe, vendue par la quasi-totalité des politiciens, on l'a, je pense, assez montré et démontré, n'est qu'une impasse dont la seule utilité concrète vise à faire passer la pilule à des populations qui n'ont pas entre les mains tous les éléments de cette problématique, qu'est ce syncrétisme impossible entre l'Union européenne et la démocratie. Alors on va éluder le problème, on fait moult promesses intenables, et en définitive, c'est un malaise sans cesse plus profond qui s'installe dans ces sociétés, sociétés qui tendent progressivement vers de plus en plus d'autoritarisme. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.